Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Notre conscience est bien ancrée dans notre corps. Elle fait partie de nous car elle est interne. Comment peut-on expliquer que cette conscience puisse se décentrer et mieux quitter notre corps de telle sorte qu'elle puisse regarder notre enveloppe corporelle comme si celle-ci lui était étrangère? Est-ce que des scientifiques, neurologues par exemple, ont tenté de reproduire ces décorporations? Les religions parlent de l'âme, le New Age de monde astral. Ces sorties du corps spontanées sont-elles rares? Si ce n'est pas le cas, sont-elles plus courantes qu'avant? Et si oui, pourquoi? Lorsque le sujet revient dans son corps, est-ce que ça fait mal? Aujourd'hui, paranormal et décorporation. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors beaucoup de questions évidemment autour de ces sorties du corps, totalement fascinant. Beaucoup d'excellentes questions. Je vais commencer par la dernière. Est-ce que ces sorties du corps sont plus fréquentes qu'avant? Oui. On ne le sait pas. En tout cas, elles sont notées, enregistrées plus souvent qu'avant, puisque grâce au travail de quelques scientifiques et médecins, l'attention a été attirée sur le phénomène. Et à l'heure actuelle, des positions comme ce sont des troubles psychiques ou des troubles neurologiques sont des positions d'arrière-garde, oui, qui ne sont plus tenues que par des gens qui doivent être au moins mentalement et moralement plus que centenaires et qui ne connaissent pas les recherches en cours. Alors, dans la mesure où, une fois de plus, il s'agit d'un phénomène naturel, de quelque chose qui est vécu par des êtres humains, il n'y a aucune raison de supposer que ce vécu n'est pas présent dans l'existence depuis que l'humanité existe. Très certainement, bien sûr. Simplement, il n'y a qu'une trentaine d'années qu'on a commencé à s'y intéresser scientifiquement. Que 30 ans? Oui, que 30 ans, vers 35 ans maintenant, puisque on peut dater de 1975-1976 les premières publications. Bon, donc ça c'est la première chose. Alors deuxième chose, vous avez parlé un peu audacieusement de conscience. Il ne faut pas oublier que pour certains scientifiques, vous et moi ne sommes que des espèces de mécaniques, bien sûr. Des mécaniques humaines. Nous ne valons pas plus que des machines à laver. Voire que des animaux. Voilà. Et non, disons machine à laver, parce que quand la machine à laver est en panne, on la change. Oui. Et quand l'être humain est en panne, vont vous dire certains scientifiques, il n'y a plus qu'à le porter à la déchetterie, qui s'appelle le cimetière, s'agissant des êtres humains. Bon. Donc, la conscience, est-ce que ça existe? Vous avez dit tout à l'heure, oui, vous avez parlé de conscience. Oui. Il faut bien constater, sans prendre parti, d'autant plus que vous avez bien compris que ça n'est pas mon avis, que pour certains scientifiques, la conscience n'existe pas. C'est ce qui se disait à la fin du 19e siècle, quand on prétendait, j'ai disséqué un mort et je n'ai pas trouvé son âme. Évidemment. Bon. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, en sont encore là. Et donc, ce qui est essentiel dans les phénomènes dont nous allons parler ce matin, à propos d'un témoignage véritablement hors du commun, le témoignage de Jean. Ce qui est certain, c'est que la question est posée. C'est que les scientifiques qui continuent à dire l'être humain n'a pas de conscience et ne peut pas en avoir, sont dans des positions d'autruche mettant la tête dans des trous. Oui, la question est posée. L'être humain a-t-il une conscience? On dit conscience, c'est un mot pratique. Les religions diraient l'âme. Oui. Mais c'est la même question. La question est posée. A-t-elle une réponse? Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Mais ce qui est déraisonnable au moment où nous parlons, c'est de refuser la question. Allez, très bien. Dans un instant, donc, vous avez compris qu'on allait découvrir l'histoire de Jean, qui donc s'est décorporé. Et vraisemblablement, c'est une histoire magnifique. Dans un instant, la suite des clés du mystère. Aujourd'hui, dans les clés du mystère, les OBE. OBE, Out of Body Experience. En bon français, décorporation. Yves Lignon, vous allez nous raconter l'histoire de Jean. Alors, qui est-il? Jean, qui vit dans la région toulousaine, dans la banlieue toulousaine, qui est un monsieur aujourd'hui âgé. Mais un monsieur délicieux. Il n'y a pas plus sympathique, il n'y a pas plus ouvert que lui. Et il est âgé parce que son histoire date de plus de 50 ans. Wow. Elle date de 1949. C'est-à-dire que c'était les premiers témoignages. C'est un témoignage, si j'ose dire, d'avant les témoignages, puisque nous le disions tout à l'heure,
ce n'est qu'en 1975 qu'on a commencé à les répertorier. Et Jean a gardé cette histoire pour lui pendant donc des années. Ça a été son secret. Et il n'en a parlé pour la première fois que justement, quand il a commencé d'entendre dire que des scientifiques s'intéressaient à ces questions, il a dit, mais ça m'est arrivé à moi. Et aujourd'hui, ce témoignage est considéré comme un des meilleurs, comme un des plus hauts de gamme. Jean, il a été invité à parler à l'étranger de ce qu'il a vécu. Son témoignage, c'est de l'exceptionnel. C'est du Bordeaux de très grande année. Et donc, tout a commencé au moment du service militaire. Jean était militaire. Il avait la chance de le faire dans la région toulousaine, donc près de ses attaches familiales. Et puis, il y a des manœuvres. Et vous savez peut-être, quoi qu'en général, les jeunes femmes ne le savent pas, que les militaires en manœuvre mettent les fusils, comme on dit, en faisceau, c'est-à-dire ils les appuient les uns contre les autres dans une position plus ou moins verticale. Et quand chacun reprend son fusil, on appelle cela rompre les faisceaux. Et donc, en reprenant les fusils, une balle part et Jean est grièvement blessé. Il est grièvement blessé au bas-ventre. Oui. Bon, il est blessé, il est condamné. Oui, une blessure pareille, on ne survit pas. Toujours est-il que lui va survivre pour nous raconter son histoire. On le transporte en urgence, évidemment, à l'hôpital militaire. Et, comme bon nombre de personnes qui sont victimes de ce type de blessures, il est encore conscient. C'est pour ça d'ailleurs que ces blessures sont très douloureuses, parce que souvent elles provoquent une agonie extrêmement longue et la personne sait ce qui lui arrive. Donc il est conscient jusqu'au moment d'entrer dans la salle d'opération. Et il ne perd conscience que quand on va l'anesthésier. Il voit très bien, mais comme quelqu'un qui souffre terriblement, il voit très bien les gestes, le chirurgien qui se prépare. Il y a eu urgence, on ne peut connaître pire urgence. Une ambulance militaire l'a apporté en catastrophe, il y a eu une certaine distance à parcourir, et donc vite l'anesthésiste se précipite, pour l'endormir. Le masque sur la figure, et c'est le trou noir. Normal, on l'a endormi. Oui, je veux dire qu'on est dans le normal, le plus normal qui soit. Et la logique, tout ce qui va s'ensuivre, c'est soit le chirurgien va réussir un exploit extraordinaire, et après une longue convalescence, Jean pourra reprendre sa vie, soit Jean va mourir sur la table d'opération. Eh bien, notre Jean qui est endormi se réveille au bout d'un moment. Se réveille, mais non pas sur la table d'opération. Il ne s'agite pas, attirant l'attention de l'anesthésiste. Non, il se réveille et il a conscience qu'il est au plafond. Il a conscience qu'il est au plafond. Quel plafond ? Mais le plafond d'une salle d'opération. Oui, normal. Donc voilà, d'ailleurs il dira lui-même quand il racontera qu'il n'avait pas de sensation d'étonnement. Il est là, presque plaqué au plafond, et en train de regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe en dessous ? Une opération. Avec les chirurgiens, les des infirmières. Chirurgiens, des infirmières qui s'agitent. Et s'il y a opération, si j'ose dire, il y a quelqu'un sur le billard, et il voit quelqu'un sur le billard. Mais il ne le reconnaît pas. Et c'est ça, il n'a pas du tout la conscience. Non, il ne le reconnaît pas parce que il y a des linges qui recouvrent le visage, etc. Il a l'impression que c'est vraiment quelqu'un d'étranger. Oui, enfin, il ne sait pas exactement. Il ne se pose pas la question. Mais en tout cas, il n'a pas le cri du haut de son plafond, si on ose dire, tiens, c'est moi là-dessous. Donc, il ne le reconnaît pas. Ce qui fait que il voit notamment le médecin, les infirmières, tout le monde s'agite. Et alors, ce qui est curieux, quand il me l'a raconté, il m'a dit « J'ai été plus étonné par le fait que j'observais la scène que par le fait que je l'observais depuis le plafond. » Ah d'accord. C'est curieux. Il s'est dit « Qu'est-ce que je fais là ?» à regarder ça, des médecins en action, mais il s'est pas dit « Qu'est-ce que je fais là au plafond ?» Et toujours est-il que, au bout de quelques minutes, il a trouvé que le spectacle n'était pas si passionnant que ça. Du morphe, et depuis son plafond. Donc, il dit, je vais me distraire un petit peu. Oh, c'est pas vrai. Bon, on a bien compris que Jean va aller se promener. Où est-ce qu'il va aller ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est ce qu'on saura dans un instant dans les clés du mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques. Les clés du mystère sur Sud Radio.
d'opération. Nous sommes en 1949, il s'appelle Jean, il est militaire, il fait son service militaire plus exactement, et une erreur, un accident, il prend une balle dans le bas-ventre, il est quasiment mourant, il est emmené aux urgences, il souffre terriblement, on peut même le dire, il est quasiment mort, on va l'opérer, on l'endort, mais là, il se réveille, tout en dormant, bien sûr, grâce à l'anesthésie. En réalité, il est carrément plaqué au plafond et il est témoin de sa propre opération. On parle, vous l'avez compris, d'OBE, c'est-à-dire de décorporation. Vous disiez, Yves Lignon, qu'il était en train de regarder son corps se faire opérer, sans avoir vraiment conscience que c'était lui d'ailleurs. Oui. Mais bon, il s'ennuie un peu finalement. Oui, en disant, bon, le spectacle n'est pas réjouissant, oui. Mais qui est au plafond? Ce n'est pas Jean. Oui, puisque Jean est sur la table d'opération. Oui, et pourtant, c'est Jean qui nous dit « j'étais au plafond », qui parle à la première personne. Et donc, c'est là qu'il est vraiment loisible de faire l'hypothèse de la conscience de Jean qui serait sortie de son corps et qui serait là en train de tourner dans l'espace et de regarder un peu les événements. Oui. Et on peut faire cette hypothèse. Jean, être humain, c'est une mécanique biologique d'une part et c'est une conscience immatérielle. Ou une intelligence en réalité. Oui, voilà. Employons les mots qu'on veut. Disons, c'est d'une part une mécanique biologique qu'on est en train d'essayer de réparer et en même temps une partie immatérielle qui, elle, est allée prendre un peu l'air pendant qu'on répare la carrosserie. C'est ça, si j'ose l'enveloppe dire. Corporelle. Voilà. Alors, toujours est-il que, voilà notre Jean, ou la conscience de Jean, qui s'ennuie et qui donc dit, je vais aller faire un tour. Mais un tour, imaginez, la situation. S'il est au plafond, sa conscience, ce qu'on voudra, n'a pas d'ouverture. Il n'y a que le mur devant lui. Bien sûr. Et donc, il passe à travers le mur. Parce qu'il en a envie. Oui, il dit « je me suis senti passer à travers le mur ». Alors, il insiste bien, Jean, parce que ce passage du mur est quelque chose de très important pour lui dans son témoignage. Il existe bien. Quand il me l'a raconté, il m'a dit « je me demande », lui qui est octogénaire, combien de personnes sur Terre pourraient vous raconter ce que je vous raconte à vous, Yves ? Parce que il n'a pas eu l'impression de prendre un tunnel, une canalisation, mais il a vraiment traversé le mur. Il me dit, je voyais, ça se passe à Toulouse, les briques, je voyais même les grains de mica. Oui, il voyait vraiment la structure du mur. Oui, il a traversé la matière. Il sait son expression, il m'a dit, je me suis infiltré dans la matière. Et donc, il arrive dehors. Et quand on traverse un mur, on se retrouve en plein air. Okay. Alors, il arrive à l'extérieur d'un bâtiment hospitalier qu'il ne connaît pas. Forcément, il arrive complètement mourant. Il est arrivé dans une ambulance. Et donc, il regarde un peu. Alors, il voit un garage à vélo éclairé par des lampadaires. Il voit le jardin de l'hôpital. Tout ça, disons que ça l'occupe un moment. Et puis, il recommence un peu à s'ennuyer. Oui. Donc, il voit même, dit-il, le parking de nuit avec le panneau réservé au personnel. Vous voyez. Donc, il dit, je vais un peu retourner d'où je viens. Oui. Et il retraverse le mur. Alors, il retraverse le mur. Qu'est-ce qui se passe en dessous? On opère toujours quelqu'un. Ce corps. On opère toujours quelqu'un. C'est aussi ennuyeux que tout à l'heure. Je repars faire un tour. Et là, il se dirige vers une baie vitrée. Oui. Mais là, problème, il n'arrive pas à franchir la baie vitrée. C'est pas vrai. Son récit est tel que cela. Oui. Bien sûr, par moments, ça a l'air un peu humoristique, mais c'est une chose extrêmement sérieuse. Oui. Nous verrons en terminant ce qui est devenu la vie de Jean, et c'est devenu quelque chose de magnifique. Oui. Mais donc, la baie vitrée, il passe pas. Ça alors. Alors, évidemment, question, on peut s'en poser autant qu'on voudra. Oui. Toujours est-il que s'il ne peut pas franchir la baie vitrée, de l'autre côté du mur, il y a le jardin et le parking, mais il connaît déjà, il ne lui reste qu'à patienter dans la salle d'opération. Alors, puisque son esprit, sa conscience, ce que vous voudrez, Jean est obligé de rester dans la salle d'opération, il va s'intéresser d'un peu près à ce qui se passe. Dans les clés du mystère, cet après-midi, l'histoire extraordinaire de Jean qui, lors d'une opération chirurgicale, va se décorporer. Il voit son corps se faire opérer. Il s'ennuie un petit peu. Écoutez, il va se balader. Il fait passe-muraille. Il va se balader à l'extérieur. Après quoi, il pourra raconter ce qu'il a vu, le parking, le local à vélo, etc. Puis, il revient finalement. Il se rend compte qu'il ne peut pas traverser le verre. Donc, il reste dans cette salle d'opération. Mais quand même, il va s'occuper.
Oui, puisqu'il est dans la salle d'opération, et bien que le spectacle de l'opération lui ait précédemment semblé ennuyeux, il est là, il regarde. Et alors, il prend acte, si on ose dire, de la nervosité du chirurgien. Il voit très bien, à un moment donné, le chirurgien qui, de rage, jette un bistouri par terre. Jean dira, comme on jette un tournevis quand on bricole et qu'on est un peu énervé parce que ça ne marche pas. Il verra le chirurgien passer un savon à une infirmière. Il verra même le chirurgien, selon l'expression des chirurgiens, tripoter la barbaque, là, dans ce ventre qui est ouvert, et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un petit moment, nouveau phénomène, Jean, brusquement, enfin Jean, la conscience de Jean, mais c'est Jean qui parle et qui raconte, a l'impression d'avoir une vision à 360 degrés. Comme une mouche. Comme une mouche, c'est-à-dire il regarde en même temps derrière. Voilà, quand il voit, il dit, je fixe une infirmière, je fixe sa nuque et je voyais son visage. Ah oui. Et ainsi de suite. Et pour tout. Carrément, il peut contourner la matière en réalité. Et qu'il voit, et nous allons arriver à un moment très fort, il voit à travers le tissu. Il voit à travers la blouse, la poche de la blouse d'une infirmière. Eh ben ça pourrait faire rêver bien des hommes. Des tissus, des ciseaux, du sparadrap. Oui. Et surtout, il voit à travers la table d'opération, et sous la table, il y a une plaque fabriquée par à telle date. Et ce n'est pas tout. Au bout d'un moment, il a l'impression de saisir les sentiments des gens qui sont là dans la salle d'opération, de saisir l'énervement du chirurgien. C'est-à-dire de lire comme dans un livre ouvert. Oui, comme de lire dans les pensées. Lui dira, Jean, lire dans les pensées. Mais c'est pas exactement de la voyance. C'est un peu un ressenti. Il ressent ce que ressentent là les gens qui s'agitent autour de son corps. Insistons bien sur le fait que cette conscience de Jean, cette entité, ne sait pas encore que c'est Jean qui est sur la table d'opération. Et à un moment donné même, une sensation de malaise. Et instantanément, une infirmière s'évanouit. Oh, c'est extraordinaire. Bon, alors vite. C'est-à-dire qu'il ressentait vraiment ce que ressentait l'autre, vraiment. Alors vite, bien sûr, on c'est l'évacue. de l'empathie à l'extrême. Voilà. Quoi. Et après l'évanouissement de l'infirmière, trou noir. Il va se réveiller dans son lit, dans sa chambre, parce que l'opération a réussi et il est sauvé. La convalescence va être longue, mais il est sauvé. Donc, tout le phénomène se ramène à ce récit, et un récit dans lequel il est important de noter qu'il y a plusieurs parties. Il y a la sortie hors du corps, stricto sensu, qui est, si j'ose dire, une belle sortie hors du corps, avec, toujours, je reprends les expressions de Jean, elles sont si savoureuses, si explicites. J'ai tenté le passe-muraille, je n'ai pas réussi le passe-verre. J'ai vu le chirurgien qui engueulait, une infirmière. J'ai eu l'impression d'avoir une vision à 360 degrés. Je voyais le côté pile et je voyais le côté face. Et puis, j'ai fini par éprouver les mêmes sentiments que les gens. L'espèce de rage impuissante du médecin, le malaise de l'infirmière qui craquait, parce que l'opération, on le saura par la suite, a tout de même duré 3 heures. Oui. Et, on le saura, elle s'est terminée peu après l'évanouissement de l'infirmière. Oui. Donc on peut estimer que le phénomène a duré un certain temps. A duré peut-être plus de 2 heures. Que Jean s'est trouvé dans cette situation avec la conscience sortie du corps, entre parenthèses, hypothèse. Il s'est trouvé dans cette situation pendant peut-être plus de 2 heures. Mais son récit, évidemment, quand il dit « je fais le passe-muraille, je ne fais pas le passe-verre, je vois le chirurgien qui jette en se mettant en colère le bistouri », on ne sait pas, dans le temps où nous vivons, dans notre temps linéaire, quel espace occupe ce récit. Et puis alors bien sûr, on va essayer de recouper tout ce qu'il a dit, savoir si c'est la réalité, le parking, le panneau, le local à vélo, la lumière, etc. C'est ce qu'on va voir dans un instant dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Tout se passe en 1949, cette décorporation incroyable de cet homme qui s'appelle Jean, qui est toujours vivant d'ailleurs, qu'on embrasse au passage.
Jean donc est opéré, il se décorpore et puis à l'issue de cette opération durant laquelle donc il s'est décorporé, on va faire des recoupements, savoir si ce qu'il dit avoir vu est la réalité. En l'occurrence, il y avait le parking avec le panneau avec écrit réservé pour le personnel, il y avait le local à vélo avec le réverbère et puis tout ce qui s'est passé durant l'opération, Yves, c'est-à-dire le médecin qui engueule son infirmière, l'infirmière qui se sent mal, qui a un malaise, et puis cette plaque sous la table d'opération avec la date de la fabrication de la plaque. Quand il commence à se rétablir, Jean quand même se pose des questions. Je crois qu'on en ferait autant à sa place. Parce que normalement, une opération, on vous endort, vous constatez, vous vivez votre endormissement sur la table d'opération, et puis vous vivez votre réveil dans la chambre de clinique ou d'hôpital où l'on vous a transporté, mais entre-temps, c'est le noir complet, c'est le sommeil anesthésique. Or, de toute évidence, Jean n'a pas dormi. Donc, il se sent un peu drôle, il se sent tout à fait bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette aventure? Et puis, Jean est quelqu'un de cultif et qui a beaucoup lu, même à son jeune âge, puisqu'il était militaire. Et donc, il n'a entendu parler de ça nulle part. Il lui semble peut-être que cette histoire, il est le premier à qui elle arrive. Oui. Bon, en réalité, ce n'est pas le cas, mais bon, il ne sait plus sur quel pied danser. Et heureusement, il sympathise avec le chirurgien qui vient faire ses visites régulières au convalescent. Et donc, Jean sympathise avec le chirurgien et il peut dire, écoutez, docteur, il faut que je me confie à vous. Et donc, Jean commence à faire son récit. Bien évidemment, le médecin l'interrompt, mais c'est de votre opération que vous parlez. C'est en vous opérant que j'ai jeté le bistouri parce que j'étais en rage. C'est en vous opérant que je m'en suis pris à une infirmière. C'est vrai qu'une autre de mes assistantes s'est évanouie. C'est-à-dire que le médecin valide tout ce que dit Jean. Oui, fur et à mesure, et ça prend plusieurs jours, parce que le médecin, il a besoin d'avoir l'estomac solide, parce que lui, de nouveau, on lui avait pas appris à l'université que un de ses opérés lui raconterait ça bien, un beau jeu, oui. pendant sa guérison. Et donc, c'est le premier acquis qui est fait, et c'est que le médecin dit à Jean, ce que vous avez observé, c'est votre opération. Alors, ça fait déjà beaucoup, mais évidemment, Jean continue, dit, au fait, le parking, là, il y a bien le parking nocturne, c'est bien réservé au personnel, il y a bien un lampadaire à côté du garage à vélo, et là, le médecin, il a la réaction que tout un chacun a. Dans ce type de circonstances, si vous ne pensez pas que c'est extraordinaire, pose la question, comment pouvez-vous le savoir? Ouais, vous êtes venu. Oui, mais il dit, vous êtes arrivé à cet hôpital dans les pommes sur un brancard, on vous a amené directement à la salle d'opération, on vous a pas fait faire le petit tour des lieux. On dit, tiens, avec le brancard, on va faire le tour pour qu'ils voient le parking, etc. Comment pouvez-vous savoir cela? Et donc là, c'est assez significatif. Quand Jean parlait de l'opération, le médecin enregistrait, il était intrigué. Ouais. Et ça, il le met de côté, du bon, vous me le dites. Vous me le dites, j'enregistre, je note. Comme si c'était un peu trop gros, comme si ça passait pas. Et pourtant, il faut bien que ça passe dans le cerveau du médecin, puisque le récit de l'opération était correct. Et alors Jean, qui sent le médecin peut-être un peu mal à l'aise, insiste. Il dit, puis alors, sous la table d'opération, il y avait une plaque portant telle mention. Alors, à ce moment-là, le médecin, si on ose dire, craque. Il sort de la chambre de Jean. En laissant la porte ouverte, oui. Il se précipite à la salle d'opération, qui, heureusement, à cette heure-là, était inoccupée. Et quand il revient, pas besoin de vous le dire, il était aussi blanc que sa blouse. Alors Yves, le chirurgien valide donc tout ce que dit Jean, toute cette aventure extraordinaire de décorporation. Donc cette aventure extraordinaire de décorporation a vraiment une réalité. Bien sûr, on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de l'étudier, d'autant plus que Jean est très disponible. Il est même quelquefois, mais je le dis avec toute l'amitié que je lui porte, un peu trop disponible. Ah oui. Et il y a un certain nombre de prosélytes douteux qui devraient lui ficher la paix au lieu d'essayer d'exploiter son histoire. D'accord. Mais c'est un... Jean, lui, est au-dessus de tout soupçon. C'est quelqu'un de très, très bien. Et, en plus, très naturel. Quand il a raconté l'histoire au médecin, la réaction du médecin, c'est
qui vous a raconté votre opération? Ah oui, c'est sûr. Et Jean a répondu Arrêtez, je avec viens de me beaucoup de réveiller. simplicité. Non, il a répondu, mais on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu. Oui, c'est ça. Je vous le J'ai été répète, témoin. puisque je l'ai vu, Ah j'y ouais. étais. Bon. Et donc, dans la famille du médecin, d'ailleurs, on parle encore à l'heure actuelle de cette histoire qui vraiment a laissé des traces. Ouais. Quant à lui, Jean, comme toutes les personnes qui vivent ce phénomène, il a maintenant beaucoup d'activités, d'ouverture aux autres. Voilà, Si cette je l'ai déjà empathie. dit. Et il y a une très jolie cerise sur le gâteau à Ah. cette histoire. Oui. C'est que donc, c'est vrai, Jean, je suis l'un des premiers à qui il l'a raconté, et encore parce qu'il a attendu plusieurs dizaines d'années. C'était un peu lourd pour lui, mais il n'avait pas de point de repère, pas de comparaison pour dire quand même, sur le moment, je m'en suis ouvert au chirurgien, j'étais jeune, mais depuis, je garde ça pour moi. Et donc, il a entendu que des scientifiques s'y intéressaient. C'est comme ça que j'ai été un de ses premiers confidents. Et Jean, il a été aussi très éprouvé par la vie. Il a beaucoup souffert. Mais malgré tout, au point où nous en sommes de son histoire, je vous le disais, il y a une très belle cerise sur le gâteau. Son histoire, donc, elle a été reprise par la presse. C'est un cas qui le mérite. C'est un cas exceptionnel. Nous l'avons dit en commençant. Et donc, on a donné le nom de Jean. Et ainsi, il y a peu, il a pu retrouver un de ses camarades de régiment qui était persuadé que ce Jean-là était mort des suites de l'incident. Et ce camarade de régiment racontait, lui, dans sa propre famille, « Ah ben oui, quand j'étais au service militaire, un jour, en reprenant les fusils, il y a un coup qui est parti, Et le type, et il y a un mort. copain qui est mort. Oui. » Eh ben, le copain, il n'est pas mort. Le copain, c'est Jean. Ils se sont retrouvés. C'est vraiment aussi très joli. Moi, je trouve que ce soit bien qu'il y ait cet incident parce que c'est tout en rapport avec l'extraordinaire personnalité de Jean. Il n'y a pas toujours très bien caractère, Jean. Ouais. Mais il a une personnalité d'ouverture, de chaleur humaine. Il rayonne. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Et alors le médecin donc qui a entendu pour la première fois donc ce témoignage incroyable de décorporation, est-ce que par la suite il s'y intéressait à ce genre non, de sujet? non, il est passé à la suite, Oui. comme malheureusement beaucoup de gens. Oui. Ils disent, ah oui, quand même, c'est intriguant, c'est intéressant. Bon, puis moi-même, j'ai de très nombreuses occupations sérieuses. Ouais. Mais si quelqu'un d'autre s'y intéresse, moralement, je le soutiendrai. Mais moi, franchement, je peux pas. Et c'est un peu dommage, parce que ce médecin était le mieux placé. Eh bien, bien Il faut sûr. pas oublier que même si ce médecin a laissé dans sa famille à ses enfants, a dit un jour, il m'est arrivé une drôle d'histoire, ce médecin, et c'est bien peut-être dommage qu'il ne l'ait pas exploité, c'est lui qui a été le premier à recueillir le récit de Jean. Et donc, si ce médecin avait tout mis par écrit à ce moment-là, nous aurions un document formidable. En tous les cas, c'était une émission formidable et Jean, si vous écoutez, on vous embrasse. Notez que cette émission est podcastable. Si vous êtes arrivé en plein milieu, je vous conseille d'aller la podcaster parce que vraiment, elle est vraiment savoureuse du début jusqu'à la fin. Vous allez sur sudradio.fr. On vous donne rendez-vous, bien sûr, demain dès 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.